What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui catch addict, on se retrouve pour les résultats de SummerSlam 2021, le dernier pay-per-view de la WWE qui s'est déroulé de la nuit de samedi à dimanche. Et donc c'est vrai que ça fait un peu tard pour sortir cette review de SummerSlam, je m'en excuse sincèrement, mais avec mon travail, je n'ai pas pu sortir la vidéo beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs ça m'a fait quand même aussi très mal au cœur parce que j'ai dû annuler mon live réaction de SummerSlam et je n'ai même pas pu regarder le pay-per-view en direct. Et franchement, vu les surprises qu'on a eues, et bah franchement j'avais les boules de ne pas regarder ce pay-per-view en direct. Mais sur ce, trêve de blabla et let's go! Alors, SummerSlam, le pay-per-view qu'on attendait, le WrestleMania de la WWE, c'est ce que nous a présenté Vince McMahon. Parce que, en effet, à la différence de SummerSlam, à la différence de WrestleMania cette année, et bah là, SummerSlam était avec une capacité de 100% pour accueillir ses fans. Donc vraiment, la WWE a voulu miser gros sur ce pay-per-view, notamment en nous proposant une carte va-et-vient. Je vous explique. Parce que c'est vrai qu'il y avait des matchs qui nous faisaient agréablement rêver. Donc je vous en ai parlé dans mon Jimbo Gnostic, des matchs que j'attendais le plus. Mais il y avait aussi des matchs qui ne servaient à rien. Et en parlant de match, on va démarrer par le kick-off. Parce que c'est vrai que je m'attendais à un kick-off avec un des matchs que j'avais annoncé dans mon Jimbo Gnostic. Et bah ça n'a pas été le cas. Car en effet, le kick-off était Big E face à Baron Corbin. Je vais aller vite dans le résultat. C'est Big E qui a remporté le match. Et grâce à cette victoire, ce dernier a pu récupérer sa mallette. Donc est-ce que Big E va cash in sa mallette à SummerSlam? On verra ça lors du combat WWE ou le combat universel. Et là, on va donc passer à la carte principale avec le tout premier combat. Nous avons d'un côté Arkebo, Randy Orton et Riddle face aux champions tag team de Raw, AJ Styles et Omos. Donc avant de commencer le match, on va parler un petit peu du décor de SummerSlam. Donc c'est vrai que ça faisait plusieurs mois que la WWE nous parlait du fait que ces derniers voulaient organiser SummerSlam dans un stade à l'ambiance d'un WrestleMania. Nous, quand on dit WrestleMania, c'est un énorme décor avec des écrans au thème voilà du pay-per-view. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez mieux. Et franchement, j'ai été terriblement déçu. Parce qu'au final, on n'a pas eu un si beau décor que ça par rapport à l'importance quand même du pay-per-view. Où nous avons eu un manque aussi d'effets pyrotechniques. Donc franchement, c'est déjà un très mauvais point pour SummerSlam. Et donc, on va passer au match Tag Team de Raw. Et franchement, bah c'est ce que j'attendais. Parce que en effet, on voit souvent du côté de AJ Styles et Omos une inversion du côté des deux catcheurs. Je m'explique. C'est qu'on voit que quand Omos y est dans le ring, il détruit tout le monde. Et ça a été le cas. Il a démoli Riddle et Randy Orton. Et d'un autre côté, bah quand AJ Styles rentre dans le ring, et bah bien que ce dernier domine ses combats, et bah ça peut arriver qu'il se fasse dominer. Et c'est à ce moment-là que les adversaires prennent davantage et qui peuvent remporter le match. Et bah c'est ce qui s'est produit durant le match. Car en effet, Arkebo a été très intelligent durant le match. Car en effet, Arkebo a réussi à éloigner le plus possible Omos du ring pour que ce dernier ne fasse pas le tag avec AJ Styles, mais surtout que ce dernier ne puisse pas intervenir dans le match. Et donc de ce fait, AJ Styles s'est retrouvé isolé et ça a vraiment été présenté comme AJ Styles le point faible de son équipe. Et donc grâce à ce point faible exploité de la meilleure des manières par Arkebo, ces derniers parviennent à remporter le match et devenir les nouveaux champions tag team de Raw. Et donc SummerSlam commence très fort avec un tout nouveau changement de titre du côté de Raw. Et franchement je suis assez content de voir Arkebo avec les titres. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qui vont aller toquer à la porte des nouveaux champions tag team de Raw. Et bah ça, on verra ça
lors du prochain épisode de Raw. Et maintenant, on va passer au match qui me faisait pas du tout hyper. J'aurais tellement voulu qu'il soit mis en kick-off. Alexa Bliss contre Eva Marie. Et donc, bien sûr, toujours une Alexa Bliss qui fait une superbe entrée, accompagnée de sa poupée Lily. Et on va passer au match. C'est ce qu'on attendait d'un match pourri, clairement. Parce que majoritairement, c'est toujours Alexa Bliss qui est en train de dominer le match. Donc Eva Marie subit, bien que Doudrop soit aux abords du ring. Et nous avons à un moment donné dans le match où Eva Marie prend la poupée Didi d'Alexa Bliss. Parce que je tiens à vous rappeler que comme l'épisode précédent de Raw, la poupée Lily est assise au niveau des coins du ring. Et donc Eva Marie prend la poupée Lily, tape la poupée, lui met quelques gifles, on comprend pas pourquoi, et elle va utiliser Lily pour frapper Alexa Bliss. Et qu'est-ce que ça provoque chez Alexa Bliss? Elle s'énerve, elle est possédée. Et donc Alexa Bliss se déchaîne totalement sur Eva Marie. Et bien sûr, c'est naturellement Alexa Bliss qui remporte le match, mais c'est surtout l'après-match qui nous intéresse. Parce que en effet, durant tout le match, nous avons eu Eva Marie qui demande à Doudrop de l'aider et cette dernière lui répond « T'inquiète, ça va, tu gères, tu es bien parti pour remporter le match ». Et après le match, donc Doudrop annonce la grande perdante de ce match, Eva Marie. Et après ça, nous avons Doudrop qui se barre avec la veste d'Eva Marie. Donc déjà, personnellement, ce n'est pas une victoire qui va rendre Alexa Bliss très très fort et qui va lui dire « J'ai gagné contre Eva Marie, je vais pouvoir potentiellement aller affronter la championne de Raw ». Et d'un autre côté, est-ce que c'est enfin la fin du groupe Eva Marie et Doudrop? Parce que c'est vrai qu'il y a il y a eu des moments où Doudrop a montré des signes de séparation avec Eva Marie, sauf que le problème, ça n'est jamais arrivé. Donc, est-ce que SummerSlam va signer la séparation de Doudrop et d'Eva Marie? On va voir à Raw. Et maintenant, on continue toujours du côté de Raw avec le championnat des États-Unis. Et bien sûr, avec notre cher champion des États-Unis, Sheamus, face à Damien Priest. Et franchement, au niveau du match, j'ai très bien aimé, car en effet, je tiens quand même à vous rappeler que Sheamus porte son masque avec des bouts de métal dessus. Et donc Sheamus ne va pas se gêner à utiliser ce masque, notamment pour porter des coups de boule à Damien Priest, dans le but de le sonner et de prendre l'avantage. Mais faut pas oublier que le point fort d'une personne peut être aussi son point faible. Et on le voit car à un moment donné, nous avons Damien Priest qui a pu en profiter et retirer le masque de Sheamus. Et donc de ce fait, Sheamus perd son plus gros tatou, mais il est aussi exposé, ce qui permet donc à Damien Priest de remporter le match. Et donc vainqueur de ce match est tout nouveau champion des États-Unis, Damien Priest. Et moi personnellement, je suis assez content de voir Damien Priest champion des États-Unis. Bien que ce dernier, il lui manque un petit quelque chose pour être un bon champion, ça reste quand même mérité. Surtout avec le segment qui s'est passé autour de WrestleMania avec Bad Bunny. Bon, franchement, je suis assez content pour Damien Priest. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui ira toquer à la porte du champion des États-Unis? Peut-être un Ricochet, ou peut-être le Miz ou John Morrison, je sais pas. Mais franchement, j'ai envie de voir Damien Priest avec ce titre de champion des États-Unis pendant un bon moment. Sachant qu'en plus que Damien Priest est un ancien champion nord-américain du côté de NXT. Donc avec le titre de champion des États-Unis en sa possession, est-ce que ça va ouvrir la porte du main event dans un futur proche pour Damien Priest? Et maintenant, on quitte le show rouge pour aller au show bleu. Et on commence très très fort avec le championnat tag team de SmackDown avec d'un côté nos champions les Usos contre les challengers les Mysterio. Et donc bien sûr la question qu'on se pose autour de ce match, c'est par rapport à Dominic Mysterio. Parce que je vous rappelle, nous avons Dominic Mysterio qui depuis un petit moment est en sorte de crise d'adolescence, il fait beaucoup d'erreurs, ce qui fait perdre son père et aussi son équipe. Donc la question qu'on pouvait se poser durant le match, c'est est-ce que Dominic Mysterio allait faire cette erreur?
Et bah le match il est très très bon. Bien sûr on a l'habitude de voir les Mysterio et les Usos s'affronter notamment dans des matchs 1 contre 1. Et c'est vrai que nous sommes pas déçus de la qualité de ces matchs. Et bien sûr il y a eu des moments où on pensait que les Mysterio allaient remporter le match. Notamment avec Rey Mysterio qui a porté son 619 enchaîné avec son Frog Splash. Sauf que les Usos ont pu contrer et enchaîner avec des super kicks, des splash pour remporter le match. Donc gagnant de ce match et toujours champion de SmackDown, les Usos. Et donc bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, Dominic n'a fait aucune erreur. C'est une victoire vraiment clean de la part des Usos et sans bavure, mais on pensait surtout à l'après-match. Parce que bien sûr, je tiens à préciser que les Usos sont quand même heel, donc ils auraient très bien pu attaquer Mysterio sachant que Dominic était encore opérationnel. Et bah ce n'est pas le cas, nous avons eu ce petit duel de regard entre les Usos et Mysterio où vraiment on aurait pensé que ça allait repartir en bagarre et que la rivalité entre ces deux équipes allait continuer. Et bah ce n'est pas le cas, les Usos sont partis. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle équipe ira toquer à la porte des Usos? Parce que je pense que pour moi, la rivalité Usos-Mysterio est officiellement terminée et que d'autres équipes devraient toquer à la porte des champions, notamment pourquoi pas les Street Profits ou encore Alpha Academy. Dites-moi dans les commentaires quelle équipe voulez-vous voir affronter les Usos. Et maintenant, on passe au prochain match et on va passer par un des matchs que j'attendais le plus. Bianca Belair contre Sasha Banks. Et bien sûr, une superbe entrée de Bianca Belair avec vraiment les fans qui sont super contents de voir la championne de SmackDown. Mais la championne va avoir une très mauvaise nouvelle. Car en effet, c'est vrai que c'est assez ambigu. D'habitude, la championne arrive toujours en dernière et on commence par la Challenges. Et bah, ça n'a pas été le cas. Et on nous a annoncé que pour quelconque raison, Sasha Banks ne sera pas présente, elle ne pourra pas affronter Bianca Belair, mais par contre cette dernière va affronter la plus belle femme à la WWE pour le titre de SmackDown, j'ai nommé Carmella. Et bien sûr Carmella fait son entrée et Bianca Belair est tellement frustrée de pas affronter Sasha Banks qu'elle dit dans le micro « Je vais me défouler sur toi, tu vas subir toute la frustration que j'ai parce que je n'affronte pas The Boss ». Et avant que le match ne se lance, et bah nous avons une musique qui laisse Bianca Belair sans voix. Car en effet, nous avons le retour de The Man Becky Lynch. Ou vraiment une Becky Lynch qui arrive sur une pop de Las Vegas, Nevada, qui est vraiment en ébullition. On n'en croit pas nos yeux. Et après ça, bah on a Becky Lynch qui se met entre Carmella et Bianca Belair. Et là, d'un coup, Becky Lynch va se mettre à attaquer Carmella et à virer du ring. Et après ça, bah, nous avons Becky Lynch, très clairement, qui lance un challenge à Bianca Belair pour le titre de SmackDown tout de suite à SummerSlam. Et donc, bien sûr, on connaît la réaction de Bianca Belair et franchement, on serait à sa place, on aurait fait pareil. Tu pars de base affronter Sasha Banks, on te met après Carmella, donc c'est vrai que tu es très frustré, mais derrière, on remonte beaucoup le niveau avec Becky Lynch en face de toi, donc c'est clair que tu vas accepter le défi de Becky Lynch. Et donc, bien sûr, comme on peut s'y attendre, Bianca Belair a accepté le défi de Becky Lynch. Donc, on part sur Bianca Belair contre Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Et il y a une énorme surprise, car Becky Lynch bat Bianca Belair en à peine une trentaine de secondes. Et oui, Becky Lynch qui signe son retour avec une victoire éclair et un nouveau titre à son actif. Et pour être honnête, je suis terriblement déçu. Parce que déjà, ok, Sasha Banks ne peut pas être présente à SummerSlam, mais le problème c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Et bien sûr, le retour de Becky Lynch est génial, sauf qu'aux dernières nouvelles, Becky Lynch est babyface de base. Et là, elle a eu un comportement de heel, car puis au début du match, elle veut serrer la main de Bianca Belair, et là d'un coup, elle surprend Bianca Belair au moment du serrage de main. Et ça, à la base, c'est un comportement de heel. Et de voir une Bianca Belair qui est quand même construite très très fort depuis le Royal Rumble avec un putain de main event à WrestleMania et un règne qui
et un règne de championne de SmackDown qui dure quand même depuis un petit moment, et bah Becky Lynch arrive et en 30 secondes, elle bat la championne. Franchement, quand j'ai vu ce match, j'ai eu l'impression de me retrouver quelques années en arrière avec Kofi Kingston qui était champion de la WWE quand même pendant pas mal de mois, et là d'un coup nous avons un Brock Lesnar qui débarque et qui lamine en à peine quelques secondes. Et bah là j'ai eu vraiment cette impression. Après, j'espère sincèrement que cette défaite rapide de Bianca Belair ne va pas donc démolir son image de main eventeuse du côté de SmackDown, et pourquoi pas lancer une rivalité entre Bianca Belair et Becky Lynch, où vraiment Bianca Belair pourrait dire grosso modo que déjà d'une, elle a été préparée pour affronter Sasha Banks, elle est frustrée d'affronter Carmella et elle est surprise d'affronter Becky Lynch. Donc de ce fait, bah niveau mental, c'était pas top. Et donc de ce fait, on pourrait pourquoi pas, lors du prochain pay-per-view de la WWE qui sera Extreme Rules, on pourrait avoir une Bianca Belair revanchard qui va affronter Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Et bien sûr, et surtout que d'après les rumeurs, Becky Lynch devrait être face du côté de SmackDown. Donc ça pourrait être un match assez intéressant. Et maintenant, on va passer au match des CMB. Drew McIntyre affronte Jinder Mahal. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler que les acolytes de Jinder Mahal sont bannis des rings. Et franchement, le match, bah, il est expéditif. Bien que Jinder Mahal ait voulu, dominer un petit peu Drew McIntyre, et bah, c'est quand même Drew McIntyre qui remporte le match très rapidement. Et après le match, nous avons les acolytes de Jinder Mahal qui veulent intervenir pour, récupérer Jinder Mahal. Et de ce fait, bah, Drew McIntyre prend son épée dans le but d'éloigner Jinder Mahal et de ses sbires. Bon, franchement, est-ce que cette victoire va permettre à Drew McIntyre de retrouver la porte du main eventer du côté de Raw? Eh ben moi j'y crois pas du tout. Parce que franchement, ça n'a servi à rien. Ça a juste servi à occuper Drew McIntyre pendant un moment. Parce que je tiens quand même encore à vous rappeler que Drew McIntyre n'aura plus aucune opportunité au titre WWE tant que Bobby Lashley est champion. Donc là, le problème est là, c'est que Drew McIntyre, bah, il est monté directement dans le main event, mais là, il est redescendu en bas de carte, et cela, ça fait très très mal à Drew McIntyre. Donc là, il ressort pas grandi de ce match, et peut-être, pourquoi pas, avoir un Drew McIntyre qui pourrait aller toquer à la porte du titre des États-Unis détenu par Damien Priest. Ce serait personnellement mieux que d'affronter Jinder Mahal. Et maintenant, on passe au match triple menace où la championne de Raw Nikki Ash affronte Charlotte Flair et Rhea Ripley. Et franchement, je n'ai pas adoré ce match. Parce que déjà, d'un côté, nous avons une championne qui n'est pas du tout respectée. Car dès le début du match, nous avons Charlotte Flair qui regarde Nikki Ash en lui disant « Dégage du ring, tu sers à rien ». Et bien sûr, nous avons d'un autre côté Rhea Ripley qui est babyface, voilà, qui va défendre Nikki Ash en disant à Charlotte, ferme ta gueule, elle est la championne, t'as rien à dire. Mais le problème, c'est que durant tout le match, c'est Charlotte Flair qui est mise en avant, car on voit des séquences dans le match où Nikki Ash et Rhea Ripley s'associent pour, démolir Charlotte Flair. Parce que je suis peut-être d'accord que c'est avant tout Charlotte Flair qui a plus expérimenté les trois dans le ring. C'est quand même elle qui a le plus de titres. Donc c'est vrai que c'est elle la plus dangereuse. Mais là, c'est vraiment mettre Charlotte Flair en avant et cracher encore une fois au visage de Nikki Ash. Mais ça n'empêche que le match y est quand même très très bon. Comme on en a l'habitude dans les matchs triple menace du côté féminin. Donc ok, je n'aime pas Charlotte Flair, mais faut pas entièrement lui cracher dessus. C'est quand même une très très bonne catcheuse. Où on voit que Charlotte Flair, elle nous fait des super spots aussi bien dans le ring ou à l'extérieur du ring. Et donc le match se termine avec Charlotte Flair qui porte sa prise en 8 sur Nikki Ash et qui réussit à la faire taper. Donc gagnante de ce match et nouvelle championne du côté de Raw, Charlotte Flair. Et franchement, j'en ai marre. Je le dis honnêtement. Car je ne comprends pas pourquoi WWE vous redonnez le titre à Charlotte Flair. Parce que comme je l'ai dit lors de mon Jimbo Nosik, est-ce que c'est peut-être de la paranoïa, peut-être, ou peut-être un spoiler? Est-ce que Charlotte Flair ne va pas quitter la WWE? Parce que on voit très clairement que le projet de faire gagner 16 titres, voire même plus, à Charlotte Flair dans le but qu'elle dépasse son père Ric Flair, date quand même depuis plusieurs années. Mais là, comme vous savez, Ric Flair et Andrade ont rejoint la AEW, et donc peut-être que la WWE a peur
que Charlotte Flair quitte la WWE et ne revienne jamais à la fédération. Donc peut-être est-ce que la WWE est en train de donner rapidement les titres à Charlotte Flair dans le but d'atteindre le record de son père, voire même de le battre. Et franchement, si c'est vraiment le cas, bah j'en ai marre. Donc à quoi ça sert à la WWE de donner les titres à Charlotte Flair si derrière, au bout d'une semaine, 2 semaines, elle y perd? Parce que là, c'est vraiment le cas. Elle a remporté le match à Money in the Bank, elle perd le titre le lendemain, et elle récupère le titre à peine 1 mois plus tard. Bon, je ne vois pas du tout l'intérêt. Et quand tu regardes les règnes de Charlotte Flair, et bah c'est le cas. Vous regardez le passif de Charlotte Flair qui est comme MMA depuis 2014, donc ça fait 7 ans qu'elle est à la fédération, et bah elle n'a pas des règnes qui durent très longtemps. Tous ces règnes durent pas longtemps. C'est vraiment le coup de je perds le titre tel jour, 1 mois plus tard je le récupère, je le perds le lendemain et vice versa. C'est ça qui est problématique. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez un règne de Charlotte Flair qui vous a marqué l'esprit? Moi ce n'est pas du tout le cas. Et franchement ça m'énerve. Parce que d'un côté, nous avons, ok, une Nikki H qui a été présentée comme la championne de secours et la roue de secours. Mais d'un autre côté, nous avons une Rhea Ripley qui a largement ce qu'il faut pour être une très grande championne du côté de Raw. Mais WWE ne fait pas suffisamment confiance à Rhea Ripley pour endosser ce rôle. Donc, on va jouer la carte de facilité et donner un titre à Charlotte Flair. Et franchement, j'en ai ras-le-bol parce que c'est toujours Charlotte Flair en mise en avant au détriment des autres catcheuses. Après, je ne dis pas que Charlotte Flair ne le mérite pas. C'est une très bonne catcheuse, ça je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, je ne vois pas l'intérêt de faire autant gagner Charlotte Flair au détriment d'autres catcheuses. Car pour moi, Charlotte Flair n'a plus rien à prouver à la WWE. Elle est déjà la catcheuse la plus titrée de l'histoire de la WWE. Donc à quoi ça sert de lui donner autant de titres alors qu'il lui reste quand même de belles années devant elle? Bon, je crois qu'on va se calmer un peu et on va passer au prochain match. Et c'est le deuxième match que j'attendais le plus, Edge contre Seth Rollins. Et franchement, déjà un Seth Rollins bien vêtu, mais c'est surtout l'entrée d'Edge que j'ai surkiffé. Donc on a vraiment une entrée qui rappelle le tout premier camp d'Edge à la WWE. Et surtout ça rappelle aussi ce qui s'est passé lors du dernier épisode de SmackDown, où vraiment Edge a dit qu'il allait ramener son côté le plus sombre pour démonter Seth Rollins. Et franchement, niveau match, il est super. Parce que vraiment, on voit que durant le match, on a le passif d'Edge qui revient. Car en effet, durant tout le match, nous avons Seth Rollins qui va attaquer le point faible d'Edge, qui est sa nuque. Car je vous rappelle que Edge a quand même été blessé pendant plusieurs années à cause de sa nuque, et que la nuque était vraiment le sujet de la rivalité entre Edge et Seth Rollins. Et bien sûr, nous avons un Edge qui est très motivé, bien que Seth Rollins sorte toutes ses cartouches, et il n'arrive pas à venir à bout d'Edge. Et bien sûr, on a tous peur, parce que je vous rappelle que Seth Rollins attaque en permanence la nuque d'Edge, donc on a peur que un coup de Seth Rollins parte en botch, et que Edge malheureusement soit obligé de s'éloigner définitivement des rings, alors que c'est une blessure comme ça qui a éloigné Edge pendant pratiquement 10 ans. Et nous avons le tournant du match où vraiment Edge sort son côté obscur et parvient à porter une prise de soumission à Seth Rollins pour le faire taper. Et donc gagnant de ce match, Edge. Et franchement, c'est une victoire que j'ai surkiffé, car c'est vrai que Edge, malheureusement, dans cette année 2021, à part sa victoire au Royal Rumble, il n'a que des défaites. Et vraiment, c'est une victoire qui lui fait du bien, et peut-être que cette victoire va lui permettre de, pourquoi pas, aller toquer une nouvelle fois au championnat universel. Et d'un autre côté, bien que Seth Rollins ait perdu le match, il ne faut pas en démériter. Car en effet, Edge était trop fort pour Seth Rollins, mais Seth Rollins s'est très très bien battu. Et franchement, je serais presque capable de dire, je crois même que je vais le dire, il s'agit du match de la soirée. Dites-moi dans les commentaires si pour vous aussi, ce match entre Edge et Seth Rollins est le plus beau match de la soirée. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, dites-moi également en commentaire quel est votre match de la soirée. Je suis très curieux de savoir. Et maintenant, on va passer à l'avant-dernier combat. Le tout-puissant champion de la WWE Bobby Lashley affronte Goldberg. Et c'est vrai que dans mon Jimbo Gnostic,
c'était le match qui me faisait un peu hésiter du fait qu'il y a Goldberg dans le ring. Et franchement, j'ai été agréablement surpris sur ce match. Parce que c'est vrai que ces dernières années, quand on voit Goldberg dans le ring, on se dit que dès que ça va dépasser les 2 minutes, et bah Goldberg va perdre le match. Et surtout que à chaque fois que Goldberg y est dans le ring, c'est des spear, jackhammer. Alors que dans ce match-là, et bah nous avons un Goldberg qui est quand même très fort pour son âge et qui va varier ses coups sur Bobby Hashi. Mais ça n'empêche pas que Bobby Hashi y est très fort et il parvient à maîtriser Goldberg. Et nous avons le tournant du match où nous avons Goldberg qui est blessé à la jambe et donc Bobby Hashi va en profiter pour attaquer cette jambe. Et nous avons cette séquence à l'extérieur du ring où Goldberg malheureusement est blessé à sa jambe et l'arbitre décide soudainement d'arrêter le match et déclarer Bobby Hashi vainqueur de ce match. Et bien sûr, bah ça ne plaît pas au champion de la WWE, bien que ce dernier ait conservé le titre, il veut massacrer Goldberg. Donc MVP donne une chaise à Bobby Hashi et il est en train de démonter Goldberg. Et bien sûr, bah ça ne plaît pas à quelqu'un. Nous avons le fils de Goldberg qui va attaquer Bobby Hashi en traître. C'est-à-dire grosso modo qui va attaquer Bobby Hashi dans le dos. Mais ça n'empêche pas que Bobby Hashi maîtrise la situation et démolit le fils de Goldberg. Mais bien sûr, nous avons quand même l'intervention de MVP qui arrête Bobby Hashi et qui prend le micro en disant que ok, c'est peut-être le fils de Goldberg qui a attaqué, que ok, Bobby Hashi a attaqué un gamin, mais c'est avant tout pour se défendre car il ne sait pas que la personne qui était derrière lui était le fils de Goldberg. Et après ça, bah nous avons un Goldberg qui réagit comme un père et qui va protéger son fils. Et ça se termine avec cette image où Goldberg est vraiment revanchard auprès de Bobby Hashi et qui veut tout simplement lui casser la gueule. Bon, franchement, quelle va être la suite pour Bobby Hashi? Bah là, franchement, quand tu vois cette séquence-là, bah tu te doutes bien que la rivalité entre Goldberg et Bobby Hashi est très loin d'être terminée. Car surtout, la WWE nous ont annoncé que au mois d'octobre, la WWE va repartir en Arabie Saoudite avec son pay-per-view Crown Jewel. Et bien sûr, je tiens à vous rappeler que l'Arabie Saoudite et Goldberg, c'est une grande histoire. Bien que ce dernier ait fait ses 2 matchs annuels et qu'on devrait plus le revoir avant 2022, et bah Goldberg pourrait très bien, exceptionnellement en Arabie Saoudite, aller confronter une nouvelle fois Bobby Hashi pour le titre de champion de la WWE. Et malheureusement, c'est bien parti pour. Et maintenant, le main event, Roman Reigns contre John Cena. Et franchement, c'est le match que j'attendais. On a vraiment les 2 visages de la WWE qui sont dans le ring en même temps et les fans sont surexcités. Après, bien sûr, le match, pendant une dizaine de minutes, nous avons Roman Reigns qui est en train de démolir John Cena. Et nous avons John Cena qui montre très clairement que il lui suffit d'un roll-up pour battre Roman Reigns. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas trop aimé cette séquence-là, mais moi j'ai bien aimé car ça reflète la rivalité. Car en effet, je tiens à vous rappeler que durant les derniers épisodes de SmackDown, John Cena a bien rappelé à Roman Reigns que bien que ce dernier se fasse tabasser la gueule par le chef tribal, il lui suffit de river les épaules de Roman Reigns jusqu'à 3 pour remporter le titre universel. Bon, franchement, cette séquence-là, est assez crédible par rapport à la rivalité. Et après ça, bien sûr, nous avons d'un autre côté un Roman Reigns qui domine totalement et qui dit à John Cena très clairement, dégage à Hollywood, tu ne vaux plus rien, sors de mon ring, il y a WWE, il est à moi. Et bien sûr, après ça, nous avons le match qu'on attend entre John Cena et Roman Reigns, où vraiment les deux vont y aller à 200%. Et nous avons bien sûr un John Cena qui est prêt à tout pour remporter son 17e titre de champion du monde. Il va même bien sûr dans un premier temps porter un double A à Roman Reigns dans le ring. Il va même porter un double A sur la table des commentateurs faisant passer Roman Reigns à travers. Et nous avons aussi une séquence où John Cena va porter un super double A. Donc John Cena va porter Roman Reigns sur la deuxième corde et porter son attitude adjustment. Donc quand John Cena porte son attitude adjustment de la deuxième corde,
le match est terminé. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Roman Reigns tient toujours le coup, il est toujours dans le match. Car je tiens quand même à vous rappeler que si Roman Reigns perd le match, il quitte la WWE. Et donc bien sûr, John Cena commence à en avoir marre, il a sorti tous ses coups habituels. Donc ce dernier se dit, si je n'arrive pas à battre Roman Reigns avec mes coups, pourquoi pas battre Roman Reigns avec ses propres coups. Donc John Cena va se mettre dans le coin et imiter Roman Reigns pour tenter de porter un spear. Mais le problème, c'est que Roman Reigns connaît bien sûr cette prise et c'est lui qui parvient donc à porter le spear pour le tomber final. Donc gagnant de ce match et toujours champion universel, Roman Reigns. Et franchement, cette image d'un Roman Reigns qui a remporté le match et d'un John Cena par terre qui est démoli, c'est clairement une passation de pouvoir entre l'ancien visage de la WWE John Cena et le nouveau visage de la WWE Roman Reigns. Et bien sûr, nous avons une nouvelle surprise, car juste après ça, nous avons la musique de la bête incarnée Brock Lesnar. Un Brock Lesnar a un look tout à fait nouveau. Vraiment d'habitude Brock Lesnar on le voit en jogging, rasé avec pas beaucoup de cheveux. Et bah là ça a été l'inverse. Nous avons un Brock Lesnar en jean, barbu et avec des cheveux. Et après ça nous avons Roman Reigns et Brock Lesnar qui se confrontent avec vraiment un Polyman qui sait plus où se mettre. Car je tiens à vous rappeler que Polyman est l'avocat de Brock Lesnar jusqu'aux dernières nouvelles. Mais on sait pas pourquoi Polyman maintenant est avec Roman Reigns et on ne connaît pas les raisons. Et le show donc se termine avec un Brock Lesnar en plein centre du ring car Roman Reigns a pris la fuite. Et bien sûr nous avons une séquence non enregistrée, non retransmise où Brock Lesnar s'est défoulé sur John Cena. Et franchement, j'attends avec impatience cette rivalité. Donc après, je sais ce que vous allez dire. Mais Jimbo, Brock Lesnar et Roman Reigns s'affrontent depuis pas mal d'années. Donc pourquoi tu attends cette rivalité avec impatience? Et je vais vous répondre. Parce que là, c'est pas vraiment le même contexte. Nous avons un Roman Reigns intouchable qui est prêt à tout pour conserver son titre universel. Et d'un autre côté, nous avons un Brock Lesnar qui n'a plus fait une apparition à la WWE depuis la perte de son titre de champion de la WWE face à Drew McIntyre lors de WrestleMania 36. Et là, il revient presque en position de babyface. Et d'un autre côté, nous avons Polyman qui pourrait être un élément important dans la future rivalité entre Chef Tribal et The Beast. Bon, franchement, je suis assez curieux de voir le déroulement de cette rivalité et comment ça va être retranscrit lors du prochain épisode de SmackDown. Donc, bilan de ce SummerSlam, c'est un très bon pay-per-view. Bon, bien sûr, il y a eu des flops totales, notamment avec les matchs d'Alexa Bliss contre Eva Marie, Jinder Mahal contre Drew McIntyre, mais nous avons quand même eu des bons trucs, notamment un excellent match entre Roman Reigns et John Cena, et un match entre Seth Rollins et Edge qui est génial aussi. Et bien sûr, nous avons notre lot de retour. Donc, est-ce que c'est peut-être pas une volonté de la WWE de contrer la AEW avec le retour légendaire de CM Punk? Et d'ailleurs, petite info publicité, on se retrouve mercredi sur la chaîne pour une vidéo réaction sur le retour de CM Punk dans le monde du catch. Mais enfin bref, on va fermer cette page publicité où vraiment, niveau retour, je suis assez mitigé. Parce que d'un côté, je suis extrêmement content du retour de Becky Lynch, mais que cette dernière remporte le match très rapidement et en plus avec des prises qu'elle n'utilise pas habituellement pour finir les matchs, c'est assez problématique. Et d'un autre côté, un retour de Brock Lesnar auquel vraiment je m'attendais absolument pas et je commençais à perdre espoir sur le retour de Brock Lesnar à la WWE, et de voir que bien que ce soit encore une énième confrontation entre Roman Reigns et Brock Lesnar, c'est pas le même contexte qu'on a eu les années précédentes. Bon, franchement, je suis assez curieux de voir la rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns et la rivalité entre Bianca Belair et Becky Lynch. Donc franchement, si je devais mettre mon top 3 des matchs de SummerSlam, je mettrais en 3ème position Arkebo contre Omos et AJ Styles. En numéro 2, je mettrais le main event entre John Cena et Roman Reigns. Et en numéro 1, je mettrais le match entre Edge
et Seth Rollins. Donc vous aussi dites-moi dans les commentaires quel est votre top 3 des matchs de ce pay-per-view. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SummerSlam. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review du Raw du lendemain de SummerSlam et on se retrouve mercredi pour ma vidéo réaction sur le retour légendaire de CM Punk dans le monde du catch. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. Et je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.